ce De Gaulle, c'est un apprenti dictateur, c'est pas un démocrate. Lui, il soutient les grands démocrates de Vichy. Roosevelt a décidé de liquider De Gaulle. Tout d'un coup, la France existe. Il n'arrive pas à comprendre. Pour les États-Unis, la France est un empêcheur de tourner en rond. Les États-Unis ne veulent pas une autonomie nucléaire de la France. Il va quitter l'OTAN, et pour ça y est, avec le pacte de Varsovie. Je quitte l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique parce qu'elle est aux mains des Américains. Mon grand-père savait que, comme l'avait fait régulièrement au cours de son exercice du pouvoir, la CIA pouvait mettre de l'huile sur le feu comme elle le pouvait tant qu'elle le pouvait. C'était visiblement une tentative peut-être de déstabilisation de De Gaulle. En à peine un mois, entre la mi-mai et la mi-juin 1940, la France s'effondre. Mal commandée et mal préparée, l'armée subit l'une des pires défaites de son histoire. À la surprise générale, Hitler anéantit en quelques semaines l'une des plus grandes puissances coloniales du XXe siècle. En dehors de la Grande-Bretagne, il ne reste plus aucune résistance face aux ambitions du régime nazi en Europe. Cette France qui était considérée après la Première Guerre mondiale comme la première puissance militaire, en quelques mois s'effondre. Donc ça, c'est un choc. Ensuite, elle n'a pas le ressaut moral qu'ont les Britanniques, donc la France apparaît comme un pays fini. Aux premières loges de la défaite se trouve notamment Harrison Freeman Matthews, l'ambassadeur des États-Unis en France. Il est l'un des témoins de l'entrée des troupes nazies à Paris et de l'effondrement de la Troisième République. Matthews contribue à montrer à Roosevelt l'état de déliquescence du gouvernement français. Et son influence est importante dans l'idée que Roosevelt se fait que la France est vraiment tombée très bas. Côté français, un seul homme se dresse face à Hitler. Il a 49 ans. Peu connu, Charles de Gaulle, un général 2 étoiles, et jusqu'au 16 juin, sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud, vient de rejoindre Londres pour continuer la lutte. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire, l'honneur des Français. Il lance un appel au combat le 18 juin 1940 sur les ondes anglaises de la BBC. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, le reconnaît officiellement comme chef de tous les Français libres le 28 juin suivant. En France, le régime de Vichy est dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Il vient de recevoir les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940. Installé dans la partie inoccupée du pays, le gouvernement de Vichy est officiellement reconnu par les États-Unis du président Franklin Roosevelt.
Il s'était fait son petit programme. La France disparaissant, c'était lui qui allait être le garant, qui allait être le protecteur, qui allait remodeler la France à sa convenance. Et avec ses relations avec Vichy, il allait servir de guide au maréchal, de protecteur. En témoignage de cette confiance réciproque et en reconnaissance de cette entente, le président Roosevelt envoie une Cadillac au chef du régime de Vichy. Un cadeau qui devient la voiture officielle de Philippe Pétain. Le chef de la Maison-Blanche dépêche également un ambassadeur à Vichy, l'amiral Richard Leahy, qui négocie des accords commerciaux entre les États-Unis et Vichy, est aussi un fervent admirateur de Pétain. Jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, il y aura beaucoup de ravitaillement américain qui arrivera en zone libre. Et il y a un ambassadeur qui s'appelle l'amiral Leahy à Vichy, qui est un ami personnel de Darlan, amiral comme lui, donc ils se connaissent depuis très longtemps, qui a une grande admiration pour Pétain, qui est logé somptueusement à Vichy, qui est fourni en bouteille de whisky par Darlan, et qui travaille beaucoup sur l'amitié franco-américaine. Le fournisseur de whisky de l'amiral Leahy est François Darlan, chef de la marine marchande et militaire de Vichy. Il devient chef du gouvernement de Pétain en décembre 1940. Commissariat aux questions juives, cession de base militaire dans l'Empire aux Allemands, Darlan, c'est l'homme de la collaboration effrénée avec le régime nazi. Successeur désigné de Pétain, il travaille aussi main dans la main avec l'Amérique isolationniste de Roosevelt. Pour Roosevelt, la politique avec Vichy s'est intéressée, évidemment. À la fois, ça lui permet de faire en sorte que la flotte ne tombe pas aux mains des Allemands. Les colonies, sur lesquelles il a des vues, en plus, colonies françaises. Donc, jusqu'au débarquement en Afrique du Nord, la politique de Vichy, c'est la pierre angulaire de sa politique. Les liens financiers américains avec l'Europe sont très importants et anciens. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, tous ces intérêts doivent être protégés et même développés. Sans distinction, les États-Unis commercent aussi bien avec la Grande-Bretagne, le régime nazi, que celui de Vichy. Ce qui les motive, ce n'est pas du tout la morale, contrairement à ce qu'ils prétendent. Ce n'est pas du tout les grands sentiments, ce n'est pas du tout la vieille amitié franco-américaine. Tout ça, si j'étais trivial, je dirais qu'ils s'en tapent. Ce qui les a motivés à intervenir, c'est l'argent, c'est tout, c'est tout. Les États-Unis voulaient en France, ce qu'ils avaient bien entendu voulu avant, et finalement que Vichy était particulièrement susceptible d'accorder parce que Vichy était une sorte de gouvernement de rêve. Je dirais que plus les années passaient, plus Vichy était tentant. C'était un gouvernement particulièrement souple. Les entreprises américaines en France, elles ont fait des affaires pendant l'occupation tout à fait conséquentes, tout à fait considérables. Face à une telle combinaison d'intérêts politiques et économiques croisés, Charles de Gaulle, le général inconnu, ne fait pas le poids pour Roosevelt. Le président ne l'apprécie pas. Il y a une détestation initiale, voilà, le général ne lui plaît pas. Et il s'est déjà fait cette idée pratiquement tout de suite, à l'été de 1940, et il n'en démordra jamais. Ce de Gaulle, c'est un apprenti dictateur, c'est pas un démocrate. Voilà, lui, il soutient les grands démocrates de Vichy. Et de Gaulle, il le dit lui-même, d'ailleurs, c'est l'empêcheur de tourner en rond, qui va compromettre toute sa politique avec Vichy. Mon grand-père m'a dit que Roosevelt, c'était un politicien, déjà fondamentalement, et il ne m'aimait pas parce que c'est vrai que je ne me laissais pas faire, que j'avais une grande gueule, et que bon, voilà, c'était comme ça. À Washington, les pro-Pétain et les adversaires de Gaulle se pressent à la Maison-Blanche. Tous abondent dans le sens d'un rejet du chef de la France libre. Roosevelt est quelqu'un qui est très influençable par les gens qui sont d'accord avec lui. Là, en l'occurrence, il y a parmi les Français qui se sont réfugiés à Washington, des gens qui sont très bien introduits à la Maison-Blanche et qui sont, pour des raisons d'ailleurs très variées, assez férocement anti-de Gaulle.
Il y a un homme qui est très important à cet égard, c'est Alexis Léger, le grand poète. C'est un jeune Perse qui a eu le prix Nobel plus tard et qui a été pendant longtemps secrétaire général du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères à Paris, et que se considère comme un grand diplomate. Et qui, alors que De Gaulle l'a avec considération approché pour lui demander son soutien, l'a refusé avec hauteur, et qui dès ce moment-là a vraiment monté Roosevelt et les siens, ministre des Affaires étrangères américains, contre De Gaulle. Mais il y a plus inquiétant pour De Gaulle à Washington. Il y a effectivement le comte de Chambrun. Le comte de Chambrun, c'est le gendre de Laval, donc évidemment, il ne peut pas être gaulliste. Et d'un autre côté, c'est un cousin de Roosevelt. Donc il est très bien reçu à la Maison-Blanche, c'est un familier de la maison. Roosevelt l'appelle Bunny, lapin. Et Pierre Laval appelle son gendre Petit Lapin. C'est dire s'il y a une espèce de consanguinité. Et il dit exactement à Roosevelt ce qu'il veut entendre. Donc évidemment, c'est très pratique. Un autre homme à ses entrées. Banquier et fin psychologue, Jean Monnet est un homme très apprécié par les milieux politiques et d'affaires anglo-saxons. Monnet a plusieurs casquettes. Il travaille notamment pour le Royaume-Uni comme chargé des approvisionnements de guerre. Jean Monnet ne partage pas, c'est pas de la détestation absolue, mais enfin, il n'aime pas De Gaulle non plus. Hein. Il le voit aussi comme un obstacle à ses propres projets. Et donc, lui aussi, comme les Américains adorent Jean Monnet, ils le connaissent depuis la Première Guerre, etc. Donc là aussi, c'est une influence supplémentaire. Roosevelt se laisse convaincre et se convainc de manière très 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 profonde. Lui, l'homme le plus puissant du monde, il a décidé de liquider De Gaulle. Un an plus tard, alors que la Grande-Bretagne a gagné la bataille du ciel, De Gaulle continue de rallier les soutiens et d'organiser les forces de la France libre à Londres et dans l'Empire. Sur le continent européen, à l'été 1941, l'Allemagne nazie lance une offensive de grande envergure à l'Est contre l'URSS. Les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941, après l'attaque meurtrière de Pearl Harbor. Au fil des mois, l'Amérique de Roosevelt réarme massivement. Au début de l'été 1942, les forces américaines préparent une première riposte contre Hitler. Les Américains, à l'été 1942, voulaient déjà débarquer en France. Ils n'avaient que 2 divisions à y mettre. Ils n'avaient pas tiré un coup de fusil contre les Allemands depuis 1918. Leurs officiers et leurs hommes étaient encore extrêmement verts. Et donc, pour les Anglais qui étaient quand même au combat depuis 1939, c'était de l'amateurisme total. Churchill persuade Roosevelt de débarquer le corps expéditionnaire allié en Afrique du Nord. Le plan est de défaire l'Africa Corps de Rommel pour ensuite attaquer l'Italie de Mussolini, l'allié d'Hitler sur le flanc sud de l'Europe. Mais l'Afrique du Nord, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. C'est le consul Murphy qui a dit qu'ils croyaient qu'ils allaient débarquer dans la jungle avec des cases en boue séchée. Aucune idée de à quoi ressemblait l'Afrique du Nord. Donc ils se sont documentés assez vite. Hein. Bon, ils se sont rattrapés très vite. Robert Murphy est le représentant personnel de Roosevelt à Alger. Depuis septembre 1940, il développe les intérêts économiques américains en Afrique du Nord. En Algérie française, Murphy noue des relations amicales avec les milieux d'affaires français vichistes influents. C'est là qu'il rencontre l'industriel Jacques Lemaigre du Breuil, le grand patron des huiles Le Sieur, de l'huile alimentaire et de l'huile pour les moteurs. Lemaigre du Breuil est l'exemple type de ces grands industriels qui ont profité de la collaboration pour s'enrichir, puisqu'ils vendaient de l'huile aux Allemands, et qui préparent la suite avec les Américains. Et tout ça aboutit à ce que Lemaigre du Breuil soit une des chevilles ouvrières de la solution américaine du débarquement. Roosevelt tient à soigner tous les détails de ce débarquement à venir en Afrique du Nord, en plein territoire français sous contrôle de Vichy. Le président américain a toujours De Gaulle en ligne de mire. Et, dans le plus grand secret depuis des semaines, les Américains cherchent un Français pour remplacer le rebelle de Londres au pied levé.
pendant un certain temps, les Américains essayent de dresser quelqu'un contre De Gaulle. Et c'est Roosevelt, évidemment, qui tient la main. Mais De Gaulle avait ses propres sources de renseignements et très vite, il a appris, pratiquement dès le mois d'août, il savait. Il savait aussi qu'on allait y faire participer le général Giraud. Henri Giraud est un général 5 étoiles. De Gaulle sait que cet officier choisi par Washington pour devenir le chef provisoire de la France est appelé à devenir l'homme à tout faire des Américains en Afrique du Nord. Giraud est tout sauf un héros militaire. Il s'est fait capturer assez lamentablement en mai 40, encerclé par les Allemands, et il est prisonnier jusqu'à son évasion en 1942, avant de passer en Afrique du Nord via le Portugal et l'Espagne. Giraud, c'était l'homme rêvé, modérément vichiste, et aussi anti-De Gaulle. Il pourrait éclipser De Gaulle. Le 8 novembre 1942, le débarquement anglo-américain a lieu simultanément au Maroc, à Casablanca, et en Algérie, à Oran et Alger. Vichy n'a pas l'intention de laisser les anglo-saxons débarquer dans ces territoires sans combattre. Si Alger tombe facilement en une journée grâce à la résistance locale, les combats sont rudes à Casablanca et à Oran. À Alger, les Américains font une rencontre inattendue, celle de François Darlan, l'un des hommes forts de Vichy. Il se trouve que Darlan est en Afrique du Nord. Il est en Afrique du Nord parce que son fils est très malade et il est venu le voir. Donc ça, c'est les hasards de la guerre, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il se trouve là et c'est à lui que tout le monde obéit. Et donc il va falloir s'entendre avec Darlan. Les Américains veulent faire cesser les combats au plus vite. Pour son premier engagement militaire avec des soldats non aguerris, le général Eisenhower tient à préserver le plus de vies possible. Ils s'entendent avec Darlan. Mais Giraud, là-dedans, Giraud, il arrive après. Il fait un appel auquel personne n'obéit, parce qu'en Afrique du Nord, Giraud, ça ne compte pas. Mais ça, les Américains ne pouvaient pas le savoir. Et donc, ils sont, bon an, mal an, ils sont obligés de s'entendre avec l'homme sur place qui peut leur fournir un cessez-le-feu. Et c'est Darlan à qui on le dit, vous n'avez pas tellement le choix. L'autre dit, oui, mais il faut que je demande des instructions au maréchal. Et on lui dit, non, le maréchal ne connaît pas. Hein, c'est maintenant où on vous met en prison. On lui laisse même entendre que ça pourrait être plus grave que la prison. Hein. Donc, Darlan, ce n'est pas un héros. Hein, donc, il finit évidemment par faire ce qu'on lui demande. Un gouvernement vichiste de l'Afrique française est formé le 14 novembre 1942 par Darlan, sous le nom de Haut Commissariat de France en Afrique. Il prend le pouvoir au nom du maréchal Pétain. Giraud se rallie à Darlan en échange de sa nomination comme commandant de l'armée d'Afrique. Il reçoit l'aval des Américains. Le pouvoir américain choisit Darlan, c'est-à-dire Darlan, c'est pire que Pétain. Donc c'est totalement inacceptable, mais c'est le choix des Américains. Celui qui ne s'en accommode pas, évidemment, c'est De Gaulle. De Gaulle le connaît très bien. Hein. Ministre de l'Intérieur de Vichy, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui est allé rencontrer Hitler à Berchtesgaden, etc. C'est l'homme des Allemands, Darlan. Alors, que les Américains et les Anglais puissent s'acoquiner avec un type pareil, pour lui, c'est la moralité totale. C'est là que De Gaulle lâche cette phrase formidable, qui est une phrase évidemment dictée par la colère, mais qui résume tout. Mais finalement, c'est pas à Hitler que Roosevelt fait la guerre, c'est à moi. Le Haut Commissariat maintient toutes les lois et mesures d'exception de Pétain, y compris l'internement des résistants déportés par Vichy et les lois anti-juives. Darlan consent des choses absolument stupéfiantes. Il donne vraiment les clés de l'Afrique du Nord aux Américains. Il leur donne le commandement militaire, le commandement civil, le commandement de l'administration. Et donc, sa politique va être une politique vichiste en Afrique du Nord. C'est une métastase de Vichy en Afrique du Nord, couvert par l'homme des Américains, Giraud. Donc c'est une situation un peu aberrante. L'interlude Darlan est de courte durée. L'amiral est assassiné le 24 décembre 1942 par un jeune résistant français. Henri Giraud, devenu commandant en chef civil et militaire, maintient la même ligne politique.
Il fait arrêter et déporter dans le sud les chefs de la résistance. Ainsi, l'Empire en guerre reste partagé entre deux pouvoirs. Celui d'Alger, soutenu par Roosevelt, et le Comité français de Londres, décidé à restaurer la légalité républicaine. Le 14 janvier 1943, le président Roosevelt arrive en Afrique du Nord. Hommage à ses combattants, il doit aussi sonder l'homme sur qui il a tout misé. Il rencontre Giraud pour la première fois le 17 janvier. Et à la fin de l'entretien, il dit à Churchill « J'ai bien peur que nous nous appuyions sur une planche pourrie. Il est nul comme administrateur, il sera nul comme chef. » Le général de Gaulle, qui n'a ni été consulté ni mis au courant du débarquement, arrive en Afrique du Nord le 22 janvier. Il doit empêcher que le pouvoir n'échappe aux combattants de la France libre, seul légitime à ses yeux pour rétablir la République. Pas question d'entente avec les hommes de Vichy. C'est dans cet état d'esprit qu'il rencontre le président américain. Roosevelt n'est pas seul. La première rencontre entre Roosevelt et de Gaulle se passe mal, puisque lors de sa rencontre avec Roosevelt, les rideaux bougeaient et que derrière les rideaux, il y avait des agents de l'OSS. Armé de mitraillettes Thompson calibre 45, et le chef des gardes dit « Le président nous a dit que c'était un apprenti dictateur, on veut ne courir aucun risque, on attend qu'il essaye d'étrangler le président et on le transformera en passoire ». Le général, il avait remarqué, et il dira plus tard « Ils me prennent pour l'assassin de Lincoln ». La rencontre se déroule dans une atmosphère pesante. Roosevelt lui fait bien comprendre que pour lui, il n'est en aucun cas le représentant de la légitimité française, et encore moins de la légalité française. Pour lui est légal celui qu'il reconnaît, or il a reconnu Giraud. Roosevelt ne concède rien à de Gaulle. Giraud et lui devront s'entendre. Mais de Gaulle a un allié de poids, les circonstances politiques. Le président américain qui brigue un troisième mandat a une échéance électorale l'année suivante. Le problème de Roosevelt, c'était que l'opinion publique, en décembre et en janvier, exigeait que de Gaulle soit mis au premier plan. Et la presse, surtout, la presse qui maniait l'opinion publique. Et donc Roosevelt s'est dit, il faut faire quelque chose de publicitaire pour montrer que j'accepte qu'on remette de Gaulle en selle, même si c'est dans une position subordonnée. Par conséquent, la conférence qui suit à Anfa, au Maroc, jusqu'au 24 janvier 1943, n'est qu'une grande mise en scène au profit du président Roosevelt. Elle scelle pour la presse et l'opinion l'association des généraux Giraud et de Gaulle. On les oblige à se serrer la main. Magnifique archive, effectivement, parce qu'on voit de Gaulle se déplier très lentement et tendre une main molle au général Giraud. Une poignée de main que l'on fait même refaire. Le cadre doit être parfait pour les photos. Le président sourit, ça a été fait sous son égide, et donc voilà, c'est le grand protecteur de Giraud et de Gaulle. L'opinion américaine n'a plus qu'à se taire. Et il va pouvoir faire tranquillement, préparer tranquillement sa réélection. Et en même temps, il y a, d'une façon ou d'une autre, il va falloir se débarrasser de Gaulle. Pour cela, Roosevelt dépêche son conseiller spécial, le Français Jean Monnet. Il doit tout faire pour repeindre Giraud en démocrate et le faire triompher de Gaulle. Dans la foulée, au printemps 1943, Roosevelt demande à Churchill en visite à Washington d'arrêter son soutien à de Gaulle. Churchill envoie un télégramme urgent dans ce sens aux membres de son gouvernement. Mais, à ce moment précis, différents événements jouent en la faveur de Gaulle. Leclerc, qui remonte d'Afrique et qui a gagné, qui s'est couvert de gloire, arrive en Tunisie avec son armée. Il y a une manifestation d'accueil du vainqueur des troupes françaises libres. Et là, il monte à la tribune et il dit « Pour la France, il n'y a qu'un chef et c'est de Gaulle, vive de Gaulle ». Ralliement des forces françaises de Leclerc et à Londres, le télégramme de Churchill est très mal reçu par les membres de son cabinet.
Ils répondent à leur Premier ministre « Ce que vous proposez là est totalement impossible pour une douzaine de raisons auxquelles les Américains n'ont même pas commencé à penser. L'opinion publique britannique est pour De Gaulle, le Parlement est pour De Gaulle, la presse est pour De Gaulle, les gouvernements en exil sont pour De Gaulle, le roi est pour De Gaulle. Et, ce que vous proposez n'est absolument pas possible, ça nous fera les pires ennuis. » Enfin, concours de circonstances, au même moment, la résistance intérieure française appuie De Gaulle de tout son poids. C'est Jean Moulin qui va réunir tous les mouvements de résistance, tous les représentants des partis politiques de la résistance, de la droite au Parti communiste, et qui va obtenir la reconnaissance de De Gaulle comme seul chef et comme seul représentant des Français libres. Progressivement, De Gaulle mine l'autorité de Giraud. Le président américain tente alors le tout pour le tout en l'invitant à faire une tournée aux États-Unis. Et Giraud fait une grande conférence, et là, il trouve rien de mieux à dire que « Ah, ben l'Allemagne, quand même, c'est le pays de Luther et Goethe, jusque-là, ça va. Et le national-socialisme, il n'y a quand même pas que du mauvais. » Et le lendemain, en première page de tous les journaux, Roosevelt lui-même ouvre le New York Times, et qu'est-ce qu'il voit? Giraud chante les louanges du national-socialisme. C'est vraiment l'effondrement total. De retour, Giraud s'aperçoit que sa place est prise. De Gaulle a multiplié les ralliements et a affirmé au passage son autorité. Giraud, marginalisé, disparaît totalement du paysage politique et militaire au début de l'année 1944. En parallèle, à l'approche du débarquement à venir en France, De Gaulle s'est secrètement entendu avec le général Eisenhower. Les deux hommes concluent un marché. Eisenhower lui dit « Je ne reconnaîtrai que vous une fois débarqué en France, quelles que soient mes instructions. En échange, vous me garantissez la paix sur mes arrières pour que je puisse aller en Allemagne le plus rapidement possible. » De Gaulle, c'est un politique et un historien. Le nœud de tout, c'est Paris. Celui qui contrôle Paris, il contrôle la France. Et donc il lui dit « Je suis d'accord, mais il faut que vous m'aidiez à arriver à Paris. La France doit être libérée par elle-même, en tout cas en donner l'apparence. » Mais Roosevelt n'a pas dit son dernier mot. Comme pour les pays pro-nazis, il lance l'opération Amgot. Elle vise notamment dès le débarquement à instaurer une administration américaine pour gouverner provisoirement la France. C'était significatif du mépris qu'ils avaient vis-à-vis de la France, parce que qu'ils l'aient utilisé et imaginé pour l'Italie, qui a été un pays vaincu, on pouvait à l'extrême limite le comprendre, enfin quand même vis-à-vis d'un pays allié, c'est quand même un peu différent. Le chef de la France libre est très bien informé par son service de renseignement. Pour contrer la manœuvre du chef de la Maison-Blanche, il fait préparer une contre-administration issue de la résistance. On va nommer des commissaires de la République, et donc mon père va être chargé de trouver les noms qui, au fur et à mesure de la libération du territoire, vont immédiatement se mettre en place pour que les choses soient claires, empêcher les Américains d'assurer la domination sur l'administration. L'Amgot prévoit des préfets américains, mais aussi une nouvelle monnaie calquée au format du dollar sur laquelle ne sont même pas inscrits les mots République française. Pour De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. De Gaulle débarque finalement sur le sol français le 14 juin 1944. Ses premiers déplacements en Normandie ne laissent planer aucun doute. Le général est bien l'homme que les Français attendent. Devant cette évidence, Roosevelt, qui ne le reconnaît toujours pas comme le représentant officiel de la France, consent à l'inviter à Washington au début du mois de juillet. L'idée qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir misé sur l'homme qui risque d'être l'homme fort au moment de la libération de la France, ça peut lui coûter beaucoup de voix.
Donc il a fait le calcul des voix que ça allait lui coûter, il s'est dit « Oh là, ça peut être embêtant, ça va donner des ailes à mon concurrent, il faut faire quelque chose ». Et le quelque chose, évidemment, c'est de recevoir De Gaulle. De Gaulle n'est pas dupe des manœuvres politiciennes du président Roosevelt. I am glad to be on American soil and again to have met President Roosevelt. Par ailleurs, le contenu de ses déclarations sur la mainmise américaine du monde d'après-guerre ne le rassure pas. Mais dans l'immédiat, ses priorités sont ailleurs. De Gaulle repart quand même avec une très très grande méfiance. Il se dit les Américains, on en a besoin, mais ils vont nous faire les pires ennuis en Indochine, en Afrique, ailleurs. Et donc, évidemment, il voit bien tout ce que ça peut faire après la libération. Mais bon, son problème immédiat, c'est quand même de pouvoir charmer suffisamment les Américains pour que Roosevelt se soit obligé d'équiper au moins au minimum les armées qu'il va lever. De Gaulle, de retour en France, Eisenhower honore sa part du marché. À ce moment-là, Eisenhower laisse la 2e DB rentrer dans Paris et permet à De Gaulle de s'imposer politiquement. Mais il le fait quasiment en violant les ordres de Roosevelt. Le 25 août, la ville est en liesse. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple. Mais en coulisses, se joue un combat politique. La résistance communiste noyote toutes les administrations provisoires de la capitale. Et pour reprendre en main les leviers du pouvoir, le général demande une dernière faveur au chef des armées alliées. De Gaulle dit à Eisenhower, j'ai besoin de vous pour intimider les communistes. Et il faut que vous me prêtiez 2 divisions pour, et alors la citation exacte, pour une démonstration de force à Paris. Eisenhower lui dit, mon général, ce que je vous propose, on a 2 divisions qui doivent aller au front, je les ferai passer par Paris. C'est pour ça que le 29 août, vous voyez 2 divisions, c'est gigantesque 2 divisions, hein, ça fait 25 000 hommes qui descendent les Champs-Élysées. On a encore les films, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce que ça a vraiment impressionné les communistes sur place? On ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a impressionné Staline. Un Staline impressionné. Et Roosevelt, qui se retrouve être le seul chef d'État occidental à n'avoir toujours pas reconnu De Gaulle. Au moment où il sait que De Gaulle prépare un voyage en Union soviétique, et il se dit, c'est pas possible, on ne peut plus être les derniers à le reconnaître. Le monde entier l'a reconnu. Réponse de Gaulle, le gouvernement français est satisfait qu'on veuille bien l'appeler par son nom. Il ne pouvait pas faire autrement, quoi. On n'a pas à remercier. De Gaulle ne nourrit aucune illusion envers le chef de la Maison-Blanche. D'ailleurs, alors que les troupes françaises viennent de libérer Strasbourg, on demande au chef de la France libre de venir aider à contrer la dernière offensive allemande dans les Ardennes. De Gaulle a d'autres plans en tête. Il sait que l'épisode suivant, c'est la conquête de l'Allemagne. Or, les Alliés n'ont pas prévu de zone d'occupation française. Et De Gaulle veut la conquérir lui-même. Et donc il sait que s'il abandonne Strasbourg, il n'aura plus aucun point d'appui pour passer en Allemagne et conquérir la zone d'occupation, sans laquelle la France ne pèsera pas dans le concert international. Mais, pendant que De Gaulle sécurise la place de la France dans le monde d'après-guerre, l'administration de Roosevelt avance ses pions en Afrique du Nord. Son objectif, mettre fin à l'Empire français, faire main basse sur le pétrole et préparer la lutte anticommuniste en soutenant les mouvements indépendantistes. En Algérie, on voit très bien que les Américains ne vont pas garder les bras croisés et qu'ils ont bien l'intention de jouer un rôle discret mais efficace. L'objectif des Américains, c'était quand même de faire de l'Afrique du Nord une sorte de base militaire, je dirais, et économique, contre l'Union soviétique. Et donc, effectivement, ils aidaient au niveau d'armement. Et,
Le 8 mai 1945, le jour même de la victoire alliée sur le nazisme, de violentes émeutes éclatent à Sétif, en Algérie. Les manifestants sont des Algériens de confession musulmane. Ils veulent l'indépendance. La répression est d'une extrême brutalité. Officiellement, les autorités françaises estiment que le drame fait 103 morts chez les Européens et plusieurs milliers chez les musulmans. Après enquête, les services secrets français font une découverte. Les services français, la DST en l'occurrence, a découvert que peu avant ces événements, les indépendantistes algériens avaient été chauffés à blanc par des agents américains, dont le propre cousin de Roosevelt, Kermit Roosevelt, qui était un agent de l'OSS, qui deviendra très important plus tard à la CIA. Les émeutes sont durement réprimées. Si De Gaulle est depuis toujours hostile au lien colonial, il tient à partir en paix. Il n'a pas le temps de mettre en place sa politique de décolonisation. Il quitte le pouvoir en janvier 1946. S'ouvre alors pendant 6 ans une grande période de soumission. La 4e République, inféodée politiquement et économiquement aux États-Unis, bascule dans les guerres coloniales, provoquant une grave crise politique au printemps 1958. Quand Coty se tourne vers De Gaulle, c'est qu'il n'y a plus aucune solution de rechange, que les Américains ne veulent plus prêter d'argent à la 4e, qu'ils ont soutenu à bout de bras pendant 12 ans, et il ne voit plus que cette solution-là, à la fois parce qu'elle peut créer un choc psychologique pour l'économie, et aussi parce qu'il pense qu'il est le seul à avoir autorité sur l'armée qui commence à se rebeller. Mais ce qu'ignore De Gaulle, c'est que les Américains sont à la manœuvre pour le faire élire. Depuis l'ambassade, Wells Stabler, un diplomate employé de la CIA, achète les politiques français depuis des années. Pour cette élection, il met en place un stratagème avec Guy Mollet, le patron de la SFIO, le Parti socialiste, pour faire investir De Gaulle président du Conseil le 2 juin 1958. Eisenhower craint beaucoup un coup d'État communiste et demande à la CIA d'aider au retour du pouvoir de Gaulle. Et comment la CIA va le faire? C'est tout à fait extraordinaire. Et ça montre la porosité entre les intérêts américains et la classe politique française en demandant à une partie du groupe SFIO, socialiste, de voter l'investiture à De Gaulle. Dès son arrivée à Matignon, De Gaulle met les choses au clair avec les Américains. Au secrétaire d'État John Foster Dulles, qui lui rend visite, il explique ses vues sur une politique souveraine de la France qui abrite notamment le siège de l'OTAN et de nombreuses bases militaires américaines. Quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, ça va de pair avec une défense des intérêts français et donc une opposition à tous ceux qui cherchent à la mettre en cause. Donc les Américains vont être naturellement, spontanément, à partir de 1958, des adversaires, des nouveaux concurrents de Gaulle et de ses partisans au pouvoir. Ils s'étaient habitués tous à ce que la France n'existe pas. Tout d'un coup, la France existe. Ils n'arrivent pas à comprendre. En parallèle, la guerre s'intensifie en Algérie, mobilisant de plus en plus d'hommes de l'armée régulière et d'appelés. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Michel Debré lance une enquête secrète auprès de ses services sur les moyens dont dispose le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien. Les Américains ont fait apporter tous les soutiens qu'on imagine au FLN. L'argent. Et on s'aperçoit que le financement américain du FLN provient d'ailleurs avec un cheminement assez simple des banques suisses, et notamment de l'Union des banques suisses, l'UBS. Tout le monde jouait contre la France. Il y avait le consul américain en Algérie qui quasiment s'affichait. Il y avait le président de la chambre de commerce locale. Un homme joue un rôle considérable en Algérie. Il s'agit d'Irving Brown. Issu du milieu syndical américain, c'est un agent de la CIA. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est le représentant pour toute l'Europe de l'AFL-CIO,
la Fédération américaine du travail. La FL-CIO, la Fédération des syndicats américains, très liée à la CIA, a aidé financièrement et même à armer les maquis algériens, et notamment le FLN. C'est un fait certain dont la DST de l'époque était parfaitement avertie. Devant la montée en puissance de la guerre et l'impasse de la violence, De Gaulle soumet le destin de l'Algérie à un référendum le 8 janvier 1961. 75% des votants répondent oui à l'indépendance. Une opposition armée s'organise en février 1961. Dans la foulée, une poignée de généraux tente un putsch à Alger en avril 1961. Et là, maintenant, on va tout faire pour limiter son pouvoir, le déstabiliser. Alors, puisque l'affaire essentielle est l'affaire d'Algérie, c'est le FLN, puis ça va être l'OAS. L'OAS, c'est-à-dire l'organisation de l'armée secrète, a été l'incarnation, le bras armé du refus d'une grande partie des Européens d'Algérie d'accepter l'idée même de l'indépendance. C'est à ce moment-là que les États-Unis opèrent un changement de politique en Algérie. De Gaulle ne tient pas compte de leurs intérêts. Il décide alors de miser sur l'OAS, une organisation terroriste anticommuniste et pro-Algérie française. Et on va voir arriver, de même qu'on avait vu arriver du soutien des dollars dans les caisses du FLN, du soutien des dollars par les sociétés écrans dans les caisses des gens de l'OAS. Le trésor de l'OAS, c'était pas rien. Il y avait beaucoup de fonds secrets qui transitaient notamment par l'Espagne. Financement, camp d'entraînement en Espagne, armements divers. L'important soutien américain à l'OAS provoque une réaction française. Le chef de la CIA, en poste à Paris, qui s'appelait Ulmer, a été dégagé pour ça. C'est que le gouvernement français, l'Élysée en particulier, a considéré qu'il s'était beaucoup trop engagé dans certaines opérations dans l'entourage des gens de l'OAS. Et donc, ils ont demandé son rapatriement aux États-Unis. Françaises, Français, je vous ai exposé déjà les motifs... Finalement, les accords de paix d'Évian sont signés le 18 mars 1962. Ils mettent fin à 7 années et 5 mois de guerre en Algérie. L'OAS, jusqu'aux boutistes, tente d'assassiner De Gaulle et sa famille à plusieurs reprises pour stopper le processus de paix. En quelques mois, l'organisation est totalement démantelée. La paix civile est rétablie, aussi bien en France qu'en Algérie. De Gaulle a souhaité faire la paix en Algérie, d'abord parce qu'il pensait que c'était inéluctable, mais aussi c'était pour se débarrasser de ce fardeau, avoir vraiment les mains libres pour une activité internationale qui restitue à la France son rang. À la grande frayeur des États-Unis, le premier outil du rétablissement de l'indépendance de la France et de son affirmation sur la scène internationale est la fabrication d'un arsenal nucléaire militaire. D'abord la bombe A, puis la bombe H. Pour les États-Unis, la France est un empêcheur de tourner en rond. C'est l'ancienne puissance dominatrice en Europe et il ne s'agit pas de la remettre en selle. Mais le but de Gaulle est justement de remettre la France en selle et de lui donner les moyens d'une défense autonome. Les États-Unis ne veulent pas une autonomie nucléaire ni de la Grande-Bretagne ni de la France. La Grande-Bretagne finalement se soumet, mais la France non, il n'en est pas question. La France doit être armée, elle aussi, et de telle sorte qu'aucun État ne puisse penser à la tuer sans risquer lui-même la mort. Et De Gaulle va expliquer que d'abord on va faire la bombe française, hurrah pour la France, la bombe A, et ça lui paraît indispensable, au nom de l'idée que dans l'histoire, jamais, et 40 l'avait vérifié, jamais un pays n'est prêt à se sacrifier pour défendre un autre pays. Dans le désert algérien, le 13 février 1960, tout le monde retient son souffle. Gerboise Bleu est le plus puissant premier essai nucléaire jamais réalisé. Il fait de la France la 4e puissance nucléaire mondiale. À minuit, 1h du matin,
Mon père était Premier ministre. Mon père nous réveille. Il met ses enfants à moitié endormis et il dit « Mes enfants, la France est devenue indépendante. La France est rentrée dans le club des grandes puissances. Elle a réussi sa première explosion atomique. » Alors que le président Kennedy respecte la volonté gaullienne de redonner à la France son rang, son vice-président et successeur a une vision du monde radicalement opposée. Johnson arrive et là, tout ce qui avait pu être débloqué à la fin du mandat Kennedy s'est rebloqué et s'est rebloqué, je dirais, au centuple. Des directives très précises ont été données aux grandes entreprises américaines pour ne plus vendre de technologie, et notamment informatique, aux Français. Le nouveau chef de la Maison-Blanche veut à tout prix empêcher la France d'acquérir la technologie lui permettant de fabriquer la bombe H. Lyndon B. Johnson est sous l'influence d'un maître espion de la CIA. Spécialiste de la guerre secrète contre l'Union soviétique, James Jesus Ingleton est le tout-puissant chef du contre-espionnage américain. Ingleton, c'est un homme qu'on appelle le fantôme gris, qui ne se montre jamais, car il est gris couleur de muraille. On ne lui connaît qu'une passion, ce sont les fleurs, et encore pas le jardinage, parce qu'il prendrait le risque de se couper, c'est les fleurs sur son balcon. Voilà, et les orchidées. Mais ça ne va pas plus loin. C'est la seule passion qu'on lui connaisse. Et Ingleton, il a une obsession, faire passer De Gaulle, non seulement pour quelqu'un de dangereux et d'irresponsable en matière internationale, mais pour un authentique agent soviétique. Ingleton retourne des agents de toute nationalité. L'un d'eux, Philippe Thiraud de Vaujoli, est le responsable du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, le SDEC aux États-Unis. C'est l'agent de liaison français Thiraud de Vaujoli, un agent du SDEC, installé à Washington, que Ingleton a phagocyté et a fait grosso modo un de ses agents. C'est un transfuge, c'est rare, mais c'est un transfuge français vers le camp américain. Il a organisé le cambriolage par les services spéciaux d'Ingleton qui arrivaient, et Ingleton lui-même est entré dans l'ambassade de France. Et ils ont eu des choses sur le chiffre français, sur les mots de passe, sur des codes, sur des câbles ultra secrets qui étaient envoyés. Entre-temps, Ingleton a mis la main sur un autre espion transfuge soviétique. Anatoly Golitsyn, major au KGB, est chargé de planification stratégique. Il fait des révélations et il dit bon, il y a des gens dans les services français qui sont des agents soviétiques. Bon. Et il dit il y en a un aussi à l'Élysée. La personne qui était visée, c'est Jacques Faucard, qui était donc le monsieur Afrique de De Gaulle, mais aussi l'homme qui s'occupait de tous les services spéciaux, les polices parallèles, etc. Semer le doute dans les plus hautes instances de l'administration française. Tout est fait pour tenter de déstabiliser les services secrets français et faire vaciller De Gaulle. Mais le major du KGB ne permettra de démasquer qu'un seul espion français. Georges Pack, qui travaille comme chargé de presse à l'OTAN. Il n'a pas accès aux informations sensibles. Non seulement c'est un mauvais allié, De Gaulle, mais il prépare en sous-main un changement d'alliance complet. Il va quitter l'OTAN, mais pour s'allier avec le pacte de Varsovie. La CIA, encouragée par la présidence Johnson, continue d'alimenter la rumeur d'une proximité de De Gaulle avec l'Union soviétique. Pour De Gaulle, il s'agit simplement d'une question de souveraineté. Il y avait un sujet sur lequel le général de Gaulle ne voulait pas transiger, c'est qu'il est sur son territoire des armes nucléaires américaines qui auraient été déclenchées par les Américains. Ça, c'était hors de question. On garde beaucoup de contacts avec l'OTAN. On rompt pas définitivement tous azimuts avec l'OTAN. Mais on dit, allez vous installer ailleurs. Parce que l'OTAN était installée en France. Il y avait des bases encore en France. Après-guerre, il y a des bases américaines, elles ont pullulé sur tout le territoire français. De Gaulle a été très ferme. Je quitte l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique parce qu'elle est aux mains des Américains. Je refuse l'armée européenne parce que c'est
mettre l'armée française sous le commandement américain, je ne vais pas accepter l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique qui consiste là à décider à la place de la France. Pas question pour De Gaulle de s'éloigner de l'Alliance Atlantique. Mais la sortie de la France de l'OTAN, les discours de Gaulle à Phnom Penh et au Québec contre l'impérialisme américain ne sont pas digérés par Washington. Ils sont le prétexte idéal qu'attendent les Américains pour jeter de l'huile sur le feu. Le chef du contre-espionnage, Ingleton, monte une nouvelle opération d'intoxication. Il instrumentalise Vaujoli, le transfuge français. L'ex-espion doit faire des révélations mondiales sur les espions soviétiques de l'Élysée. Vaujoli écrit ses mémoires qui paraissent d'abord aux États-Unis, puis sont traduits immédiatement au Canada. Et donc le livre explique que De Gaulle est un agent soviétique, qu'il y a une taupe à l'Élysée. Et les bonnes feuilles du livre sont présentées dans Life Magazine, 9 millions d'exemplaires, avec une couverture extraordinaire qui est une photo de Vaujoli pris de dos. Does the word topaz mean anything to you? What is topaz? Le département d'État américain cofinance également un film de fiction. Le scénario est celui de l'espion français. Le réalisateur est la référence mondiale du thriller d'espionnage. Story of espionage in high places. Alfred Hitchcock, qui traverse une mauvaise passe financière, accepte le projet. Au casting de Topaz en anglais, Leto en français, Philippe Noiret et Michel Piccoli. C'est l'histoire d'un président de la République qui est une taupe et qui sacrifie ses meilleurs agents, qui sacrifie l'amitié franco-américaine en faveur de l'Union soviétique. L'opération internationale est lancée au tout début de la crise de mai 68. Le calendrier n'est pas anodin. Ça arrive à un moment peut-être opportun pour les Américains qui veulent, lui scier un peu la planche. C'était visiblement une tentative peut-être de déstabilisation de Gaulle, qui d'ailleurs va être déstabilisé là concrètement par mai 68, et la crise sociale, universitaire, etc., et la crise politique que ça va engager, y compris chez lui, parce qu'il va intérioriser cette histoire et il va décider à moyen terme de quitter le pouvoir. Pendant les événements de mai 68, les États-Unis déploient un important dispositif de renseignement. La CIA infiltre tous les collectifs étudiants. S'agit-il seulement d'une simple collecte d'informations ou d'une tentative de déstabilisation? C'est pas impossible qu'en 68, il y ait beaucoup de gens qui considéraient que c'était peut-être l'occasion aussi de se débarrasser de Gaulle et de pousser des pions, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pousser De Gaulle, il faut avoir une alternative. Pousser De Gaulle pour le plaisir de pousser De Gaulle, ça n'a pas beaucoup de sens en politique. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas le type à qui vous allez soutenir, le machin, le truc, etc. Parce que la CIA a suivi les événements, là aussi, c'est comme pour l'OS, il fallait se tenir informé, avoir des gens partout. Si De Gaulle a écrit sur mai 68 dans ses mémoires, il n'y fait aucune mention des États-Unis pendant cette période. Pourtant, quelques mois avant sa mort, il s'est confié à ses petits-fils. Il leur a notamment révélé un secret sur l'un des leaders de la crise étudiante qui, s'il était avéré, en dirait long sur les pratiques américaines en France. J'ai entendu mon grand-père nous expliquer qu'il savait que la CIA, évidemment, comme elle l'avait fait régulièrement au cours de son exercice du pouvoir, de mettre de l'huile sur le feu comme elle le pouvait, tant qu'elle le pouvait, parce que l'intérêt des Américains était d'affaiblir le général de Gaulle. Je ne dis pas de le décaniller, mais de l'affaiblir, de façon à ce qu'il soit moins présent sur la scène internationale. Il savait que la CIA finançait, il nous avait donné le nom. Il dit par exemple, c'est la CIA qui finance Sauvageau. Bon, voilà, sans donner des éléments particuliers de démonstration et de preuve. Mais je l'ai entendu. Difficile de mettre en cause les informations émanant d'un homme comme De Gaulle. Mais ni la CIA, ni la famille Sauvageau n'ont souhaité s'exprimer. De Gaulle quitte le pouvoir sur un revers politique intérieur le 28 avril 1969.
Il part non sans s'être finalement réconcilié avec le pays, qui lui a tant mené la vie dure depuis 1940. C'est surtout grâce à Richard Nixon, président nouvellement élu des États-Unis en novembre 1969. L'entente entre les deux hommes qui se connaissent depuis les années 1950 est totale. Elle le sera jusqu'au décès de Charles de Gaulle en novembre 1970.